Bonjour tout le monde. Salut Catherine. Salut Pablo et salut à toutes et à tous. Petit débrief hebdomadaire. Bien sûr, on va revenir sur ce qui s'est passé aux États-Unis et les différentes analyses, en gros, qui sont en train de montrer le bout de leur nez. Pour l'instant, on en est au tout début, mais on sent que, notamment à gauche, dans la gauche française, ça turbine pour essayer soit de comprendre réellement les causes de ce qui s'est passé aux États-Unis, de la victoire de Donald Trump et de la défaite de Kamala Harris, soit pour, en gros, tirer la couverture à soi. Je vous renvoie à l'article de Roger Martelly qu'il a écrit cette semaine sur le site de Regard, dans la newsletter quotidienne gratuite et trop bien, à laquelle vous pouvez vous abonner, dans lequel il dit il faut faire attention de ne pas tirer de tout événement la conclusion que notre stratégie, elle est la bonne et c'est la bonne depuis de toute éternité. Voilà, c'est quand même ça prouve une nouvelle fois qu'elle est la bonne. Voilà, exactement. Cette défaite de Kamala Harris, cette victoire de Donald Trump, on avait fait un débrief le lendemain le mercredi. Est-ce qu'aujourd'hui, Catherine, tu as des nouvelles pensées, conclusions à tirer de ce qui s'est passé? Moi, oui. Bon, tant mieux. Moi, j'en dis une première avant qu'on parle de la gauche. La première, moi, qui me frappe, c'est que dans les débats que j'ai entendus, auxquels j'ai participé, etc., c'est qu'il y a beaucoup de questions sur les conséquences de la guerre économique. C'est-à-dire qu'en fait, on a l'impression que le phénomène central de cette histoire, pour les Européens en tout cas, c'est qu'il va y avoir une guerre économique et que ça va être très très dur pour l'industrie européenne, le fromage et le vin et les industries de luxe françaises, etc. Et donc, tous les économistes sur les plateaux dissertent à ce sujet. Ça m'inspire plusieurs choses. C'est que d'abord, il n'y a pas un écart gigantesque entre la stratégie des démocrates et la stratégie des républicains sur cette question-là du protectionnisme, du renforcement, le fait de vouloir faire revenir l'industrie. C'était même directement au cœur des politiques qu'a mené Biden et de protectionnisme durant son mandat. Donc ça sera probablement accentué, mais avec des limites. C'est-à-dire que tout n'est pas possible, pas parce que c'est pas légalement possible, c'est parce que les interdépendances dans les productions rendent cette stratégie avec des limites. Et surtout, ce qui me choque, c'est qu'en fait, ça fait passer au second plan ce qui, pour moi, constitue le choc mondial de cette affaire, c'est-à-dire à la fois les dangers que cela représente pour le climat et pour les conflits, la paix, pour les Ukrainiens, les Palestiniens. Enfin voilà, j'ai le sentiment, les Libanais, pour l'immédiat, demain d'autres encore. C'est pour l'explosion du multilatéralisme, de l'ONU, des lieux de gestion. Voilà. Ce qui me semble être le cœur du sujet, c'est ça. Et que tout le monde raconte des salades sur le prix des voitures américaines, etc. Et la hausse des droits de douane. Oui, c'est ça, la hausse des droits de douane, c'est ça. La première chose qu'il veut faire. Oui, c'est assez intéressant, effectivement, de voir les commentateurs français débattre de cette question. Avec, en plus, un truc assez intéressant, c'est de dire, puisque Trump, en fait, va faire ses propositions, nous, en Europe, on devrait faire les mêmes, en fait, se mettre en miroir. Et alors, il y a plusieurs écueils à ça. Le premier, en fait, c'est la vitalité de notre tissu industriel qui est... j'allais dire paradoxalement, et de fait moins utilisable que celui des Américains, où les Américains, en fait, ils sont encore capables aujourd'hui d'assurer toute la chaîne de production, et y compris la chaîne de production énergétique, puisque, ne l'oublions pas, notamment c'est Donald Trump qui a permis la possibilité d'aller chercher les gaz de schiste et les pétroles de schiste, qui a permis d'avoir une énergie pas très chère aux Américains pendant son mandat. Et Joe Biden n'est absolument pas revenu dessus.
Et ils ont une chaîne de production aujourd'hui qui leur permet, y compris de produire, enfin qui pourrait leur permettre de produire des objets manufacturés pas très chers, c'est-à-dire ce que nous aujourd'hui on n'est plus trop capable de faire. Hein. Et quand je dis nous, c'est la France en particulier, mais aussi l'Union européenne en général. On n'a pas tout à fait le même tissu. Nous, pour le réveiller, ce tissu industriel, il va falloir un peu plus de temps. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que tu en as un peu parlé, c'est il y a la question économique, puis il y a la question militaire. Alors ça inquiète beaucoup aussi les commentateurs français et les experts. C'est de dire, aujourd'hui, les milliards, hein, on parle de 100 milliards qui ont été dépensés par les États-Unis en direction, par exemple, de l'Ukraine depuis le début de l'invasion de la Russie. Nous, en France, on en est, je crois qu'en tout, on a dépensé 3 ou 4 milliards. Et l'Union européenne, c'est un tout petit peu plus agrégé si on rajoute l'Allemagne, etc. Mais c'est vraiment pas grand-chose, quoi, par rapport à l'aide américaine. Or, et alors là, c'est assez drôle parce que j'écoute ce que racontent les experts en la matière qui ont essayé d'analyser ce que pourrait proposer Donald Trump sur la question ukraino-russe. Et en France, tout le monde est en panade. Alors je me suis dit, bon, je vais aller lire les journaux américains. Donc hier, je me suis plongé dans le New York Times, où eux aussi essayent d'analyser ce que va faire Donald Trump sur la question ukrainienne. Et alors, ils savent pas. Genre, ils n'arrivent pas très bien à comprendre. Il a dit un temps qu'il voulait arrêter les livraisons et les livraisons de munitions et d'armes et l'aide en direction de l'Ukraine. Mais en fait, c'est pas tout à fait ça. Il dit qu'il va résoudre le problème en 24 heures. Ça, c'était son grand truc. Mais c'est pas tout à fait possible. Et puis surtout, sur quelle base? Parce qu'en vérité, sa proposition, c'est de mettre tout le monde autour de la table, de dire je vais appeler Zelensky et Vladimir Poutine, et puis entre hommes, on va trouver une solution. Le seul problème, c'est que quelle est la solution? C'est de dire, de faire accepter à Zelensky en disant on va te couper les munitions, on va te couper l'aide qu'on te donne, donc accepte de perdre les 17% de ton territoire que réclame la Russie. Ça va être ça le deal. Il n'y a pas d'autre deal que de perdre une partie du territoire et donc d'attaquer l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Donc ce qui n'est pas une solution acceptable ni du point de vue du droit international, ni du point de vue souverain du peuple ukrainien. Donc ça pose plein de problèmes, mais personne ne sait trop ce qu'il va faire. Il y a un truc rigolo, c'est que hier soir, il a donné une interview, sa première interview à ABC, à Mar-a-Lago, dans sa résidence en Floride. Et dans son interview, il dit à la journaliste, elle dit bon, alors vous avez commencé à faire des trucs. Il dit ouais, j'ai appelé 70 chefs d'État à travers le monde depuis ce matin. Et alors la journaliste, elle fait 70, c'est énorme. Ouais, 70. Et elle ne croyait pas trop. Elle dit si, j'en ai appelé 70. Et elle lui dit, est-ce que vous avez appelé Vladimir Poutine? Et il fait, non, je ne l'ai pas encore eu au téléphone, mais ça ne saurait tarder. Voilà. Donc on voit bien ce qu'il veut faire. Ce qu'il veut faire, c'est engager des discussions bilatérales avec les différents États, avec les différents chefs de gouvernement. Et c'est d'ailleurs ce qui fait énormément peur aux pays européens. Et Emmanuel Macron en a un peu parlé lors de son sommet européen hier. C'est que, en fait, l'Union européenne ne réponde pas, en fait, d'une seule voix aux propositions de Donald Trump, mais que Donald Trump, en fait, cherche à scinder l'Europe, qu'il appelle, en gros, Viktor Orban, parce que c'est lui, son principal, il l'a dit dans ses meetings, hein, dans certains de ses meetings, son contact en Europe, c'est Viktor Orban. Il dit, j'ai son numéro de téléphone portable personnel, et c'est lui mon contact. Donc, qui scinde l'Europe, qu'il aille chercher la Mélanie, le Orban, etc., et qui négocie en bilatéral, quoi. Et qu'il n'y ait pas de réponse européenne qui est la seule à même aujourd'hui à contrer potentiellement ces propositions en matière économique, en matière militaire, d'organisation du monde, etc. Donc moi voilà la première chose que je voulais dire. Maintenant peut-être qu'on peut passer à la gauche et aux analyses de la gauche. Moi je vais commencer. Donc il y a la question, une des analyses en gros de la défaite de Kamala Harris par certains commentateurs, c'est de dire de toute façon Kamala Harris c'était la gauche woke et les gens ils en ont marre des woke et donc c'est pour ça qu'ils ont voté Donald Trump parce que lui il incarnait vraiment l'anti-wokisme. Voilà. Cette analyse qui vient plutôt de la droite française, voire de l'extrême droite française,
mais pas uniquement, elle est corroborée par aussi une partie de la gauche, je pense notamment à Sandrine Rousseau, qui elle parle de backlash et qui dit, en vérité, la raison pour laquelle Kamala Harris n'a pas pu être élue, c'est parce que c'était une femme noire qui défendait le droit des femmes à disposer de leur corps, qui se battait pour le droit des minorités, etc., etc. Pour moi, c'est deux arguments, même si je valide beaucoup plus, je ne les mets pas au même niveau, mais en gros, ils veulent dire à peu près la même chose, que l'élection s'est faite sur cette question des droits des minorités et des droits des femmes, etc. En fait, sur des questions liées aux identités des Américains et des Américaines. Je ne suis pas certain, c'est intéressant que tu aies commencé tout à l'heure à parler de la question économique, parce que quand on regarde notamment par exemple les raisons des votes des Américains pour mardi dernier, ça a été fait par Associated Press et par NBC. En gros, on voit que la raison principale pour laquelle ce qui a orienté le vote de manière principielle, c'est à 35% la question de la démocratie. Et notamment les démocrates, ceux qui ont voté pour Kamala Harris, c'était pour ça qu'ils ont voté pour Kamala Harris, c'était en défense de la démocratie à plus de 50%. Du côté, la deuxième raison, c'est la question économique, à 31%. Et on voit que cette question économique, elle est d'autant plus importante pour les gens qui ont voté républicain. C'est 52% des gens qui ont voté pour Donald Trump qui disent l'avoir fait pour des raisons économiques, parce qu'il leur promettait un avenir économique meilleur. La question de l'avortement ou la question de l'immigration arrive très loin derrière. C'est respectivement 14% pour l'avortement et 11% pour l'immigration. Donc c'est relativement faible par rapport à ces autres questions. Donc je pense que vouloir résumer la tension et la polarisation de cette élection autour de ces questions identitaires est fausse. Et j'ai une dernière chose à rajouter, c'est que lorsque j'ai lu, que ce soit dans le New York Times ou dans les médias français, les reportages sur la population américaine, et notamment sur ceux qui votaient pour Donald Trump, quand on leur disait oui, mais quand même, le droit à l'avortement. Ils disaient, oui, bon, d'accord, ça, pas trop. Enfin, c'est-à-dire que ils ont, ça montrait plus une indifférence au positionnement ou à l'identité de Donald Trump sur la question des femmes en général. Je rappelle quand même qu'il a été condamné au civil pour une agression sur une femme. Ils ont une indifférence à ça, parce que la promesse économique les intéressait, plutôt que c'est pas un déterminant de leur vote. C'est oui, d'accord, ok. Et y compris des gens comme Charles Consigny, qui est un défenseur de Trump en France, ou des républicains, le représentant des républicains qu'on a beaucoup entendu sur les plateaux, ils défendent pas ils sont pas contre le droit à l'avortement. Ils sont pas pour discriminer les Noirs. Ils sont même pas pour renvoyer, comme il l'a dit, 20 millions dans certains meetings. Il veut renvoyer 20 millions de migrants illégaux chez eux. Ils sont même pas pour ça. Mais ils sont quand même des supporters de Trump parce que c'est dans sa globalité le projet libéral, le projet économique les intéresse, et cette Amérique genre dans lequel ils ont envie de se projeter les intéresse. Bon, moi, je pense que c'est globalement, je suis plutôt d'accord avec ce que tu dis. Ceci dit, c'est pas exclusif. C'est-à-dire qu'en fait, quand Trump leur promet le retour de la prospérité, il leur parle aussi d'un moment de mieux-être dans lequel un certain nombre de valeurs réactionnaires d'ordre naturel est rétabli. C'est-à-dire que c'est pas indifférent. Pour certains, c'est indifférent ou malgré les excès sur les femmes, mais pour d'autres, finalement, ça marche ensemble. C'est-à-dire qu'il y a quand même une partie des gens qui ont bien validé un projet qui est globalement un projet qui a été désigné comme fasciste et que moi je crois
être un projet fasciste. C'est-à-dire que je ne dis pas que tous les gens qui ont voté pour Donald Trump l'ont fait dans un esprit cohérent et bien construit, donc antidémocratique, réactionnaire contre l'État, etc. Ils l'ont fait parce qu'ils se sont fait berner par des promesses de mieux-être, de mieux vivre, sachant les difficultés qu'ils rencontrent à vivre. Mais donc l'électorat de Trump, dont en fait, qui est quand même relativement élevé, certes, c'est pas un raz-de-marée, ça beaucoup le répètent maintenant, on n'est pas du tout dans un vote qui atteint les 60% comme au temps de Ronald Reagan par exemple, mais ceci étant, il fait quand même la majorité des voix dans la population, et dans cette population, il y a une partie qui n'a pas considéré que la question de la démocratie, par exemple, c'est quand même, ils ont élu un mec qui a fait une tentative de coup d'État. Enfin, je veux dire, et ils le savent, mais ils ont été indifférents. C'est secondaire pour eux. Ils ont élu un mec qui a été, comme tu as dit, condamné au pénal pour agression sexuelle, au civil, mais qui en même temps, je veux dire, de toute façon, passe son temps à dénigrer les femmes, à en parler mal. Hier, il y a une femme qui m'a fait cette remarque, c'était incroyable, chaque fois qu'il parlait d'une femme dans les remerciements, il disait « Ah, elle est formidable, elle a fait du très bon travail, et en plus, elle est belle ». C'est-à-dire qu'il y avait toujours cette espèce de refrain qui revenait, qui était son regard de vieux mâle, là, sur les femmes, dans lequel la beauté plastique rentre en ligne de compte dans les critères d'appréciation. Donc voilà, ce que je veux dire, c'est que ça ne s'exclut pas, et donc il y a bien une proposition de Donald Trump qui est une proposition réactionnaire, et par exemple, on l'a vu chez les latinos, le différent de vote entre les hommes et les femmes, il faut quand même bien le comprendre aussi. Il y a bien quelque chose qui correspond d'une part à des croyances religieuses et qui pensent que l'avortement c'est pas une bonne idée, et par ailleurs qui pensent que l'ordre naturel avec les hommes qui dirigent les familles, c'est ça qu'il faut faire et que c'est ça qui leur convient. Donc voilà, moi je trouve que je suis d'accord que ça ne peut pas être la seule voie d'entrée. Par ailleurs, l'histoire de l'avortement, moi je pense que Kamala Harris, compte tenu du bilan des 4 ans de Biden, compte tenu des difficultés à vivre des Américains, n'avait pas 36 cartes à jouer. Et donc elle a joué la question de l'avortement. Question qui a été mise sur le tapis par les républicains. C'est quand même bien les juges de la Cour suprême républicains, nommés par Trump, qui ont décidé de revenir sur la protection du droit à l'avortement dans tous les États-Unis. Donc c'est bien une question qui a été mise en avant par les républicains pour semer la discorde et d'une certaine manière enfermer aussi le débat dans cet espace-là. Voilà, moi je pense que ça ne s'exclut pas. Ceci étant, ce qui est le cœur de ce qui se dit à gauche, en dehors de Sandrine Rousseau qui dit c'est un backlash, il y a quelques-uns avec elle qui pensent ça. Moi je pense que c'est en partie vrai. C'est en partie vrai que c'est un vote masculiniste qui marche avec la promesse de Make America Great Again, mais c'est surtout une identification d'une politique menée par les démocrates qui ne répond pas aux aspirations et aux besoins élémentaires des Américains. Parce qu'on en avait déjà parlé la semaine dernière. Voilà, comment se loger, même quand aujourd'hui le salaire est à 2 000 € et que votre moindre chambre est à 1 200 €. Vraiment, le problème du logement a pris des proportions dantesques. Mais l'alimentation aussi est un problème très très compliqué. Alors la santé, on le savait déjà, enfin bref, on est dans un pays qui socialement va très très mal. Et alors ce qui est invraisemblable, alors, hier j'ai fait un débat avec Laurent Geoffrin, qui est l'ancien patron de Libé et qui est le soutien de François Hollande, enfin vraiment l'appui de François Hollande,
et qui me disait mais non, mais le résultat des démocrates, il est formidable sur le plan de l'emploi. C'est-à-dire qu'on est à un niveau de chômage qui est très très bas. Ils ont fait reculer le chômage. Ils ont fait reculer le chômage et on est pratiquement au plein emploi aux États-Unis. Et donc en fait, il me servait les arguments de Macron sur le fait qu'il y a une amélioration de l'emploi, mais il n'y a pas une amélioration de la vie des gens. Et donc, ils sont barrés dans les mêmes étroitesses de vue, d'appréciation. Statistiques, en utilisant certaines statistiques, voilà. mais pas d'autres. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'en ramenant tout à un critère qui serait le taux d'emploi. Et que, alors que la vie des gens, est-ce que ce que rappelle Ruffin sans arrêt, en vivre et bien en vivre, bah oui, c'est-à-dire qu'avoir un bon boulot et pouvoir vivre de son travail. Et ça reste la question fondamentale que les démocrates n'ont pas vue. Pas vue. Alors, il y a des gens qui commencent à se poser la question, donc on en a un peu parlé mercredi, mais à gauche, vous avez une partie des gens qui disent ah, mais c'est parce qu'elle n'était pas assez radicale, il faut une gauche plus radicale, parce que c'est la seule qui est susceptible d'apporter des réponses précisément à l'urgence dans laquelle vivent aujourd'hui les gens. Vous avez Bernie Sanders, dont on a republié le communiqué sur le site de Regard, qui lui dit en fait le Parti démocrate a abandonné la classe ouvrière, donc il est normal que la classe ouvrière aujourd'hui l'oublie, se détourne de lui, du Parti démocrate. Le seul... Et il dit qu'il va falloir en parler. Lui, voilà. En fait, Sanders, il appelle en fait à ce qu'un débat s'ouvre au sein du Parti démocrate sur le sujet. Car c'est toute la difficulté, et pour la gauche de gauche française et pour la gauche de gauche américaine, que dans une certaine mesure Bernie Sanders incarne. C'est-à-dire... ok, la classe ouvrière a été abandonnée par le Parti démocrate. Et jusqu'à preuve du contraire, hélas, ni en France la gauche de gauche, ni Bernie Sanders et ses amis de la gauche de gauche n'ont réussi en fait à remobiliser cet électorat, n'ont réussi à en faire à nouveau le cœur vibrant de la gauche, et donc et d'ailleurs le communiqué de presse est assez, parce que quand je t'ai dit ce serait bien qu'on le republie, le communiqué de presse de Bernie Sanders, tu l'as lu et tu m'as dit que tu avais été assez déçu entre guillemets par ce qu'il y avait dit. Exactement, il n'y a pas grand chose, et c'est toujours le même problème, c'est-à-dire de dire ok, on va aller leur parler, mais pour leur dire quoi en fait, et puis surtout la question n'est pas tant de leur parler, mais d'être eux en fait, que il y a une homogénéité, une égalité, un trait d'égalité entre la gauche, qu'elle soit française ou américaine, et la classe ouvrière. Et aujourd'hui, on en est très 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 loin. Et les voies et moyens qui sont à la disposition aujourd'hui et du Parti démocrate et de la gauche de gauche française sont assez pas réduits, parce que d'abord on n'est pas assis, on en a parlé mercredi, on n'est pas assis exactement sur les mêmes bases ni sociologiques ni sur la même dynamique politique. Mais quand même, et ce que je trouve intéressant, effectivement, tu l'as noté, c'est la façon dont Bernie Sanders conclut son communiqué. Il dit « stay tuned ». C'est ce que disent les gens, les présentateurs à la télévision ou à la radio lorsqu'ils terminent leur émission. Ça veut dire en gros « ne zappez pas, restez là, restez sur la chaîne, restez avec nous ». Et en fait, c'est ça qu'il dit. Il dit « restez avec nous, il faut qu'on amorce notre aggiornamento, il faut qu'on réfléchisse ». Bon, pour l'instant, ils en sont encore très très loin. Ils n'ont toujours pas réussi, pour avoir discuté avec plusieurs spécialistes du Parti démocrate américain, à mettre en rapport, à déranger plutôt cet establishment du Parti démocrate qui continue de gérer toujours de la même façon depuis 50 ans le Parti démocrate américain. Ils ont espéré, avec des squads autour d'Alexandria Ocasio-Cortez, Bernie Sanders, etc., à un moment essayer d'aller les déranger. Mais pour l'instant, beaucoup ont comparé Kamala Harris avec Hillary Clinton. Outre le fait que ce sont deux femmes qui ont perdu à l'élection présidentielle américaine,
ce sont aussi deux femmes qui représentaient l'establishment, qui ont fait une campagne qui représentait bien l'establishment des démocrates. Et donc ça montre aussi la faiblesse de Bernie Sanders et de son courant plus progressiste que le parti démocrate, que le centre du parti démocrate. Oui, non, mais je suis tout à fait d'accord, sachant que je pense que les termes de la réflexion pour les Américains et pour les Européens ne va pas être de même nature, parce que c'est pas tout à fait pareil d'envisager une autre politique quand on est la première puissance et qu'on a la monnaie mondiale, le dollar, et quand on est l'Europe. Je pense que les termes les marges de manœuvre et les termes de l'invention ne sont pas exactement les mêmes. Ceci étant, le niveau de crise, mais ça on s'est déjà dit ici et que tout le monde note, hein, c'est le niveau de crise dans la vie des Américains, elle est tout à fait considérable. C'est-à-dire que il y a une espèce de truc qui est fou, c'est cette espèce d'écart entre les indicateurs de la progression du PIB américain, par exemple. Tu vois, le fait qu'il y ait un taux de croissance, un recul du chômage et un enrichissement considérable du pays, et la vie des Américains. C'est-à-dire que je trouve ça dingue que les démocrates ne voient absolument pas cela, quoi. C'est-à-dire qu'ils gèrent un pays sans ses habitants d'une certaine manière, et ce qui est dramatique, c'est que celui qui a eu l'air de parler des habitants, de la vie des gens, ce que tu racontais très bien la dernière fois, même sur le plan symbolique, c'est Trump qui a eu l'air d'en parler, aussi bien par les mises en scène de lui-même que par les gens qu'il a fait monter sur scène, que par les éléments de discours qu'il a pu tenir, ou de propositions en leur promettant à tous de vivre mieux, quoi. C'est ça le fond de la promesse qu'il leur a faite. Alors justement, en parlant de vivre mieux, c'est aussi la proposition que fait François Ruffin. On va revenir à la politique française. Mais juste, je voulais juste dire, non, mais vraiment, ce qui me trouble dans cette affaire, c'est que y a, par exemple, ce sommet de l'Europe où il y avait tous les chefs d'État. J'aimerais bien savoir ce qu'il a dit Sanchez, par exemple. Tu vois, comment Sanchez, que je trouve dans les chefs d'État européens, un de ceux qui se tient à peu près, quoi, comment il a réagi à l'élection de Trump. Il y a une banalisation de cet événement enfin, je veux dire que je trouve très problématique. Je ne demande pas que l'Europe dise un fasciste est à la Maison Blanche, mais néanmoins que les seules choses qui soient retenues portent sur des enjeux, je dirais, de défense et économique, et qu'on ne parle pas de la démocratie, et qu'on ne parle pas des migrants, et qu'on ne parle pas du climat. Certainement des choses peuvent se dire, peut-être pas toutes, etc. Mais enfin, en tout cas, que ce soit ramené à des problèmes, à un petit emmerdement technique. Enfin, vraiment, je trouve ça pas au niveau, et finalement préparant aussi l'installation d'autres forces d'extrême droite. C'est-à-dire que finalement, Marine Le Pen, tu vois, on n'est pas d'accord, mais il n'y a pas de rupture épistémologique. Voilà, c'est ça que je veux dire. C'est qu'on n'est pas en train de remettre en cause les fondamentaux politiques sur lesquels même l'Europe s'est construite. Alors que c'est ça qui se passe avec l'élection de Trump. On passe à la politique française. Yes. Parce qu'il y a quand même une nouvelle que l'on a appris dans le journal, comme dirait l'autre. C'était dans Le Monde. De ce matin. De ce matin, du coup d'hier soir. Le Monde, c'est un journal du soir. Ben oui, mais en fait, ça a été publié à 6h du matin. Ah, oui, mais ça devait être dans le journal d'hier. Bon, j'en sais rien. Bon. On dit que Le Monde, c'est un journal du soir. Et donc, dans Le Monde, on apprend que, et c'est la première fois d'ailleurs que c'est aussi clair, que François Ruffin, c'est quoi l'expression? Les cartes sont sur la table. La carte de 2027. La carte de 2027 est sur la table. C'est-à-dire que François Ruffin, voilà, maintenant de façon quasi officielle, se prépare à la prochaine élection présidentielle. Alors, c'est concomitant avec la sortie de son film,
qui s'appelle Au boulot, dans lequel il met en scène à la fois une avocate très riche, bourgeoise, machin, qui va faire des petits boulots, vivre au SMIC. Et donc il met surtout en scène en fait les gens, tous ces gens qui sont la France et qui sont les travailleurs et les travailleuses de notre pays. C'est marrant parce que François Ruffin, il avait un peu disparu quand même ces derniers temps des radars. Notamment, il avait publié son livre qui avait fait beaucoup parler de lui. Il y avait eu la fête de l'UMA où il y avait eu cette polémique / fake news autour du fait qu'il avait été hué au cri de Siamo tutti antifascisti, sous prétexte qu'il avait dit dans son bouquin et après il avait répété à la radio que la France insoumise en gros pratiquait des démarchages politiques aux faciès. Et que lui-même d'ailleurs s'y était adonné en tant que député. Et en gros, il avait mené une charge très sévère à l'encontre de Jean-Luc Mélenchon. À la suite de ça, disparu. Enfin, je veux dire, pendant près d'un mois et demi, puisque c'était le 15 septembre à peu près. Du 15 septembre à aujourd'hui, on n'avait pas entendu tellement parler de François Ruffin. Et là, il revient. Donc, il se prépare. Je ne sais pas tu as quelque chose à en dire? Peut-être qu'il se prépare? La semaine dernière, on a fait un débrief un peu long sur les jalons que pose Mélenchon, non pas sur le chemin de sa candidature, parce que ça, je pense que c'est établi, mais sur la stratégie qu'il entend conduire pour aller au second tour et ensuite gagner face à Marine Le Pen. Si Marine Le Pen est candidate, ce qui n'est pas totalement acquis compte tenu de comment se déroule son procès, c'est-à-dire très très mal. Elle sera condamnée, ça me paraît absolument évident. Inéligibilité ou pas? En fait, le problème de l'inéligibilité, on ouvre une parenthèse sur l'affaire Marine Le Pen, c'est qu'une peine d'inéligibilité peut être prononcée contre elle. Est-ce qu'on demandera qu'elle soit exécutée de manière provisoire ou pas? Parce que s'il y a une peine d'inéligibilité, elle fera appel. Soit l'appel, voilà. Si l'appel est suspensif, ça lui permet d'aller à l'élection et puis de voir après, une fois qu'elle est élue ou pas élue, ce que jugent les juridictions supérieures. Si c'est pas suspensif, elle est inéligible alors c'est au printemps que ça va se jouer son jugement. Donc c'est certain que... C'est-à-dire qu'elle perd sa députation et a priori elle peut pas se présenter en 2027. Voilà. Ça dépend de l'inéligibilité, mais souvent c'est 105 ans. Bon, moi ce que j'entends, ce que je lis, c'est que sa condamnation ne fait pas de doute, compte tenu que dans les autres partis, ils ont été condamnés aussi pour des faits analogues, et que Bayrou n'a pas été condamné, lui, n'a pas été condamné pour inéligibilité parce qu'il n'était pas député européen, ce qui n'est pas son cas à elle. En tant que chef de parti, il a été condamné, mais... pas rendu inéligible. Donc, bref, tout ça pour dire que, évidemment, le paysage politique serait passablement modifié si Marine Le Pen n'était pas candidate, parce que tout le monde se dit elle sera au second tour, et donc quel est le candidat qui va l'affronter au second tour. Si elle n'est pas au second tour, d'une certaine manière, si elle n'est pas candidate, il y a un verrou quand même qui saute un peu, parce que personnellement, peut-être que je vais vite en besogne, mais je pense qu'elle est la candidate pour le Rassemblement national. Si c'est pas elle, je vois pas bien qui. Parce qu'il faut avoir une notoriété, une expérience et une capacité à rassembler ce que le Rassemblement national tente de faire, c'est-à-dire joindre les catégories populaires et puis une politique qui rassure les élites dirigeantes. Donc les deux, c'est compliqué, et on voit qu'ils s'en sortent pas très très bien à l'Assemblée nationale en ce moment. Elle a le talent, le métier politique pour essayer de noyer le poisson et de s'en sortir. Si c'est pas elle, l'hypothèse du Rassemblement national au second tour devient moins pressante. Et donc évidemment ça redistribue complètement les cartes à gauche, c'est-à-dire que ça réouvre un espace pour éventuellement plusieurs candidatures à gauche proposant plusieurs projets à gauche. J'ai parlé tout à l'heure de la discussion que j'ai eue hier sur France 24 avec Geoffrin.
qui me laissait entendre vraiment une proposition social-démocrate des plus, enfin, je veux dire, équivalente à la proposition démocrate américaine, pas vraiment des plus bas niveaux, quoi. Au sens de propositions prenant en compte les enjeux du moment et du pays. Donc, dans ce cadre-là, et j'en reviens à la question, c'est là on voit bien que Mélenchon, ça c'est tout à fait évident, qu'il se prépare et qu'il se donne les moyens de cette candidature, qu'il met en place une stratégie. Du côté de la social-démocratie, François Hollande, d'ailleurs je lisais hier un interview qu'il a donné à la revue L'Hémicycle, qui est une revue de sciences politiques dans lequel il fait un grand entretien et dans lequel il ouvre aussi cette possibilité d'être candidat. Je pense que c'est vraiment dans son idée de pouvoir être le leader. Et alors à partir de là, reste, est-ce qu'il y a de la place pour autre chose ou est-ce qu'on est réduit à un affrontement Hollande-Mélenchon? Bienvenue en 2012. Hollande, Mélenchon, Le Pen. Non mais 2012. 2012. Voilà. Ou est-ce que... Et Sarkozy, tiens. Ou alors il y a... d'autres voies, d'autres solutions qui sont possibles, et c'est peut-être dans ce... José Bové, Eva Joly... Donc oui, ce que tu es en train en évoquant José Bové ou Eva Joly, tu parles de personnalités fort sympathiques, qui ont mené des combats sociaux reconnus de tous et importants, et qui se sont bien tollés à l'élection présidentielle. Donc est-ce que c'est le destin promis à François Ruffin, dont tout le monde reconnaît la sincérité de l'engagement du côté des catégories populaires pour leur dignité et leurs revendications? C'est la question. Est-ce que François Ruffin, c'est une solution politique ou c'est une proposition de témoignage, une candidature de témoignage? Pour l'instant, jusqu'à présent, il n'avait pas donné suite de manière très explicite aux appels qui lui avaient été faits pour avancer sur ce chemin de sa candidature. Là, il a l'air de vouloir un peu plus s'y mettre, et en tout cas de dire... Ce qui est pour Ruffin pas tellement étonnant, c'est quand même quelqu'un dont on comprend que les émotions intérieures sont très importantes. C'est-à-dire, est-ce que lui veut ou pas le faire? C'est une question qui sera un peu décisive. Il y a une autre question qui est décisive, c'est la question des appareils. Mais quand je dis appareils, souvent les gens imaginent que les appareils, c'est juste des militants pour faire du porte-à-porte ou des caravanes. Non, l'appareil, c'est aussi ce qui te permet d'asseoir ton projet politique et de l'asseoir dans toutes ses dimensions. Il s'avère que Jean-Luc Mélenchon a un appareil qui s'appelle La France Insoumise, qu'il a construit à son image pour lui, pour l'élection présidentielle, qui a maintenant une dizaine d'années, mais en fait qui est un succès d'années genre du parti de gauche, etc. Enfin, je veux dire, il a fait se rejoindre plusieurs mouvements, plusieurs groupes, on peut même parler du POI, etc. Enfin, il y a plusieurs choses qui ont convergé aujourd'hui dans la personne de Mélenchon, et aujourd'hui il est fort de ça, il est fort d'un groupe parlementaire, il est fort de militants, il a un institut, la Boétie, qui charbonne, qui bosse et qui produit, et il a de l'argent. Je mettrai la question de l'argent de côté. Moi je pense que c'est important bien évidemment, mais c'est pas central. La question, c'est plutôt la question de l'organisation, et c'est vrai que l'argent ça aide pour être bien organisé, c'est une certitude. François Hollande, de son côté, il y a un parti, le Parti Socialiste. Et le Parti Socialiste, quoi qu'on en dise, et même s'il est très souvent mal utilisé, ça reste un parti où il y a énormément d'élus, où il y a énormément de grands élus, tous à travers la France. Et ces grands élus, c'est pas que de l'argent, c'est pas que la possibilité d'avoir des militants locaux, c'est aussi la possibilité de respirer la France, tu vois, genre d'être genre un mouvement qui va s'enraciner dans plein de territoires. Enfin, je te dis pas le contraire, c'est pour ça que je dis mal utilisé parfois, tu vois. Mais il y a cette possibilité. Et François Hollande, contrairement à d'autres candidats de par le passé du Parti socialiste, il est fort de son expérience de président de la République, c'est-à-dire qu'il sait y faire, il sait gagner une élection présidentielle puisqu'il l'a déjà fait. Et il est, à mon sens, c'est pas du tout ma cam, hein. Genre, mais alors, vraiment pas
du tout. Non, mais, et genre, non, mais parce que t'as le droit de dire des choses sans qu'on pense que tu. Voilà, oui, mais genre, bah, tu les défends. Tu vas voir les commentaires, hey, Hollande, non, pas du tout. Mais genre, mais je vois très bien que François Hollande. Et aujourd'hui, genre on est en 2024, novembre, et peut-être un des seuls, effectivement, à pouvoir se mettre au niveau de Jean-Luc Mélenchon. En termes de Jean-Luc Mélenchon, il a son projet, il a son identité politique, il s'est présenté plein de fois à la présidentielle. Pas François Hollande, mine de rien, ben, il a été président de la République, il a aussi son identité personnelle et politique, même si son projet, ben, il est à la fois un peu plus flou, je pense, que celui de Jean-Luc Mélenchon, et surtout, encore une fois, je suis pas du tout d'accord avec, mais il est fort d'un bilan, il est fort de 5 ans en fait. Ah oui, mais nous on soulève. Il est fort ou il est faible? Oui, exactement, c'est une vraie question. Oui, mais le problème c'est qu'entre temps, il se sera passé 2 mandats d'Emmanuel Macron. Et les gens ils sont là, genre, bah, peut-être qu'il faudrait revenir à ce qu'il y avait avant, c'était quand même un peu mieux. Genre, il y avait une majorité, genre, et finalement, bon, bah, la loi El Khomri, c'était quand même moins pire que. Non, mais j'en sais rien, moi. La façon dont il peut raconter cette histoire-là, en fait, il va essayer de raconter l'histoire selon laquelle, à son époque, lui, il a quand même été une résistance face à genre tout ce que Emmanuel Macron ensuite a lâché. Alors que pour nous, la lecture qu'on en a, c'est qu'il y a une espèce d'extrême continuité entre le projet de Hollande-Touraine sur les retraites et lui, sa proposition, entre Emmanuel Macron en matière économique lorsqu'il était ministre, et après lorsqu'il était président, politique de l'offre. Enfin, tout ça est la même chose, mais lui, il va peut-être essayer de montrer qu'il y a eu des ruptures, des machins, le respect de la démocratie, des corps intermédiaires, blablabla. Bref. Et là où tu as raison, c'est quel espace il y a est-ce qu'il y a un espace pour d'autres gens, pour d'autres propositions politiques? Est-ce que, pour parler de François Ruffin, est-ce que François Ruffin est capable, from scratch, c'est-à-dire à partir de rien, parce que genre il a Picardie Debout et Fakir, mais enfin c'est ni la France Insoumise ni le Parti Socialiste, Picardie Debout et Fakir. Donc est-ce qu'à partir de Picardie Debout, il va réussir à construire un projet présidentiel qui soit à la hauteur de ses ambitions, c'est-à-dire de l'élection de président de la République? Honnêtement, en 2 ans et demi, je pense pas. Moi, je pense que c'est pas possible. Je pense que genre les vaisseaux amiraux que représente d'un côté la France Insoumise, de l'autre côté le Parti Socialiste, et derrière genre tout ce que ça charrie, je veux dire, derrière le Parti Socialiste, il y a des médias qui les portent, et pas que Laurent Geoffrin. Enfin, je veux dire, il y a beaucoup de médias mainstream qui sont en soutien qui peuvent potentiellement être en soutien de cette proposition. Et du côté de la France Insoumise, c'est des chercheurs, des associations, etc. Enfin, ce qu'aujourd'hui n'a pas François Ruffin. Donc il peut essayer de le construire en 2 ans. Moi, ça me paraît, c'est-à-dire que au mieux, il peut amorcer pour moi une dynamique pour les années à venir, comme Jean-Luc Mélenchon l'a fait en 2012. Et aujourd'hui, on est 12 ans après. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il faut 12 ans à Jean-Luc Mélenchon pour déployer en fait son logiciel, son appareil et son projet. François Ruffin, est-ce qu'il va lui falloir 12 ans? Et est-ce qu'on a le temps d'attendre 12 ans que François Ruffin construise son projet? J'en suis pas certain. Après, on peut dire, bah oui, mais l'histoire s'accélère. Donc finalement, ce que Jean-Luc Mélenchon a mis 12 ans, François Ruffin peut mettre 2 ans. Bon, moi ce que je pense, c'est que pour aller assez rapide, le Parti Socialiste, tu as parfaitement raison que c'est un appareil, c'est des élus, c'est une histoire, c'est même une incarnation potentielle avec François Hollande ou Raphaël Glucksmann, le cas échéant, ou Boris Vallaud éventuellement. Enfin bref, ils ont quelques personnalités qui commencent à pouvoir être identifiées. Ils n'ont rien à dire. Non, mais donc ça c'est quand même le premier problème. Et quand ils n'ont rien à dire, c'est pas seulement parce qu'ils ne travaillent pas. Ça c'est vrai qu'ils travaillent pas beaucoup et que à quelques exceptions près, en l'occurrence les 3 là, je pense qu'ils travaillent un tout petit peu, mais c'est pas qu'un problème individuel. C'est qu'ils ont largement délaissé tout le champ de l'élaboration qui est confié aux think tanks qui sont externalisés, Terra Nova ou la Fondation Jean Jaurès. Donc le Parti Socialiste n'a rien à dire. Franchement, c'est pathétique. Je veux dire, il n'a rien à dire sur le bilan de ce qu'il a fait, mais il n'a rien à dire plus gravement sur la France d'aujourd'hui, quoi. C'est les problèmes auxquels on a à faire face, tout simplement qui nous sommes, c'est quoi notre pays, c'est qui les gens qui l'habitent, comment ils vivent, à quoi ils rêvent, qu'est-ce qu'ils attendent. Je trouve ça
complètement vide. On est perdu dans les jeux d'appareils et il n'y a pas de son, pas d'image qui en émane. Hein, et le score qu'avait fait Anne Hidalgo la dernière fois était probablement pas génial comme candidate, mais enfin bon, son score, il traduit ça. Et depuis, il n'y a pas eu une mise en mouvement du Parti socialiste. Je regrette. Ils ont réussi à sauver la mise aux différentes élections grâce à la NUPES, puis après au NFP, mais ils ont réussi à sauver les plats, mais pas du tout à remplir la marmite d'idées et de propositions. Donc du côté du Parti socialiste, ça reste quand même très problématique. Du côté de la France insoumise et de Jean-Luc Mélenchon, je pense qu'il y a quand même une question. D'abord, c'est que il présume qu'il a un socle et qu'il lui faut gagner ce qui va lui permettre d'accéder au second tour et donc d'affronter Marine Le Pen et de gagner, puisqu'il a pu le vérifier comme nous tous, que la France n'est pas complètement prête à se mettre dans les mains de l'extrême droite. Donc il espère aller au second tour et donc gagner sur la base d'un refus du Rassemblement national. Donc, je pense que ça, il présume beaucoup sur le fait que c'est un socle acquis. Et pourquoi je dis qu'il présume beaucoup? Parce qu'en fait, je pense que la stratégie qu'il a menée, qui est une stratégie de rupture très très violente avec tout un tas de catégories de population ou d'alliés politiques. Alors il l'avait déjà fait auparavant, hein. En 2022, il n'est pas arrivé blanc comme neige à l'élection présidentielle. Il avait déjà dit son fait aux socialistes, aux communistes, etc. Donc, mais il continue de le faire. Et à mon avis, à force, ça finit par provoquer des points de rupture qui font que ça ne me semble pas si évident que ça, que la marche arrière lui soit possible cette fois encore. Bon, qu'il arrive à redire « Revenez à la maison, mes amis », comme il avait dit aux socialistes la veille de 2022. D'autant que, comme je le disais dans le dernier débrief, là en ce moment il met en place les éléments de sa stratégie. Dans les éléments de sa stratégie, il n'y a pas l'idée de parler à toute la gauche. Il y a au contraire, il continue d'avoir la stratégie de la rupture avec cette gauche qu'il aborde et d'ailleurs, ses analyses sur les élections américaines, c'est qu'en fait, les démocrates, ils considèrent que ce n'est pas de la gauche, et que d'ailleurs aux États-Unis, il n'y a pas de gauche, et que donc quand il n'y a pas de gauche, il n'y a plus que l'extrême droite qui arrive. Il y a une gauche pour lui, c'est Jill Stein, oui, qui a fait 0, je sais pas combien de pourcents. Oui, mais en tout cas, ce qu'il a annoncé, ce qu'il a énoncé, c'est qu'il n'y a pas de véritable gauche, et que donc l'issue de ça, c'est ce qui s'est produit. Donc, il continue d'être dans une stratégie vraiment d'affrontement avec le reste de la gauche. Ce que je veux dire, c'est que l'analyse de l'insignifiance du reste de la gauche, on peut la partager. Ce qui n'est pas possible, c'est de parler ainsi de tout le reste de la gauche. Je veux dire, toute la gauche, il ne se reconnaît pas en lui, et ceux qui se reconnaissent dans la gauche ne sont pas des insignifiants médiocres qui sont prêts à capituler, à se coucher. Donc le fait qu'ils ne mettent pas dans sa stratégie une stratégie de rassemblement, moi j'en ai été un peu surprise, j'avoue que je pensais que quand il avait donné consigne aux députés d'arrêter de faire le bruit et la fureur à l'Assemblée nationale, je m'étais dit « Ah, ça y est, Jean-Luc Mélenchon, il fait la phase 2 de toutes les séquences, c'est-à-dire la phase rassemblement ». C'est pas tout à fait ce qu'il raconte là aujourd'hui. Il continue d'être sur la ligne de clivage, probablement aussi parce qu'il a identifié qu'il aurait fort à faire avec du côté du Parti socialiste, notamment probablement François Hollande. Ou Raphaël Glucksmann, qui a montré que ça existait. Moi, je ne crois pas que ça sera là, que ça sera difficile. En fait, c'est ça le truc, c'est que je ne crois pas à la consistance de l'offre socialiste aujourd'hui. Je ne dis pas que jamais plus il n'y en aura, mais pour l'instant, le monde
social-démocrate, pas simplement français, mais à l'échelle internationale, est complètement down. Ils n'ont pas su reconstruire. Et il n'y a pas de pays, en dehors peut-être de l'Espagne, encore une fois, il n'y a pas de pays où on a une social-démocratie qui tient debout. On le voit en Allemagne, on le voit dans toute l'Europe du Nord, ils sont complètement désemparés devant la situation du capitalisme contemporain et de la situation internationale. Donc je pense qu'il a raison de se dire que... Enfin, je crois qu'il se dit qu'il ne va pas faire de conciliation avec eux, il pense qu'il doit les affronter. Néanmoins, moi, ce que je crois, c'est que sa position, son attitude d'affrontement limite sa capacité de rassemblement. C'est pour ça que je pense qu'il y a un espace pour autre chose que François Hollande ou Jean-Luc Mélenchon. François Ruffin ? François Ruffin, Clémentine Autain, non, j'allais dire Sandrine Rousseau, mais ça, pour le coup, je n'y crois pas. Essentiellement, en fait, François Ruffin ou Clémentine Autain, je pense, sont deux solutions, parce qu'en fait, ils ne partent pas depuis la social-démocratie. Leur entrée n'est pas la social-démocratie. Mais par contre, ce n'est pas la ligne de clivage que porte Jean-Luc Mélenchon. C'est une ligne de transformation profonde, radicale, ou je ne sais pas quoi, mais qui ne prend pas de revers tout le reste de la gauche. Alors maintenant, tout ce que tu as dit est tout à fait vrai. C'est est-ce qu'ils auront le temps, les moyens, à tout point de vue, intellectuel, militant, économique, etc., de faire une proposition qui tienne debout. C'est pas certain. Mais enfin, c'est quand même ce qui est déterminant dans une élection, c'est qu'est-ce que tu as à dire. Mélenchon, chaque fois qu'il a fait une campagne, chaque fois il avait quelque chose à dire, et c'est pour ça que ça a marché. C'est pas d'abord parce que la première fois qu'il se présente en 2017, la France Insoumise, ça n'existe pas. Il a que le parti de gauche. C'est la deuxième fois. 2012. Non mais la première fois. 2012, il se présente avec le PC dans le cadre du Front de gauche. Ça, c'est vraiment intégré. 2017, en fait, il se présente seul. Le PC le soutient du bout des lèvres et Mélenchon met le PC à l'écart. Donc, en fait, il se présente il crée la France Insoumise en 2016, juste avant l'élection présidentielle. C'est-à-dire qu'il se présente en 2017. Il a très peu de force. Il a sa propre force personnelle. Il a sa conviction et ses idées. Mais il n'a pas un appareil. Il n'a pas un groupe parlementaire. Il n'a pas d'argent, mais la puissance de ce qu'il a à dire le propulse à 19%. Donc l'essentiel, c'est est-ce que tu as quelque chose à dire et est-ce que ce que tu as à dire peut rencontrer une attente. Et moi, je le crois qu'il y a une attente d'un discours de gauche conséquent, radical, novateur, mais qui n'engueule pas le monde entier, quoi. Et qui ne fasse pas simplement le pari d'aller chercher les abstentionnistes, même si je pense que c'est très bien d'aller chercher les abstentionnistes, mais ça ne peut pas être le nerf de toute la stratégie politique. Sur ces bons mots. Je sais pas. Si, c'est moi qui décrète que ce sont des bons mots. D'accord. Sur ces bons mots, à la semaine prochaine.